Après 3 fausses couches, j'attends un enfant et mon homme s'éloigne de moi. Je parle en tant que père de famille. Nous qui avons des enfants. Parce que faire un enfant, c'est pas facile. Attends. Non. Parce que la femme dit, foutu là. La femme a tendance à dire non, le porteur, c'est nous on porte. Mais nous les. Attends, c'est un travail de longue haleine, de dur labeur. Ah oui. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Et ça fait mal. On en a marre. Mais le monsieur ne devrait pas dû partir. Il ne doit pas partir. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Après 3 fausses couches, vous êtes enceinte. Il faut garder espoir. J'ai dit la dernière fois que même dans le désespoir, il y a l'espoir. Parce que c'est ça. Quand on dit mari, c'est ça. Parce que même quand il en a marre, il rit. Il oublie de rire. C'est ça qui est mari. Même quand il en a marre, il faut qu'il reste. Et les fausses couches. Oui, mais c'est vrai, les fausses couches sont très récurrentes. Aujourd'hui, on voit, évidemment, c'est 3 mois, 4 mois. Quand ça dépasse ça, ça dépasse plus fausses couches. Et à l'époque, je vais dire, il faut profiter pour donner des conseils à nos jeunes filles. Parfois, il y en a même qui provoquent les fausses couches. C'est dommage. Il y en a qui provoquent. Tu ne peux pas être enceinte de 9 mois, puis c'est ton temps. Tu es dans bas, qui est en train de faire acrobatie, roue cascade. Mais ça va, tu vas faire fausse couche. Non. Et non, maman, à l'époque, il n'y a pas trop ça. La maman, même à l'époque, faites. Ça dit, ce genre de nom de maladies, les fausses couches, les AVC, c'est maintenant. Avant, il n'y avait pas ça. Et nos parents vivaient longtemps. Nous, maman, à l'époque, l'enfant, dès le premier mois déjà, elle donne un nom de caresse à l'enfant. Elle peut appeler l'enfant Djetou. L'enfant, elle communique avec nous. C'est-à-dire, même l'enfant, oui, le fœtus, le bébé, l'œuf qui est là, elle cause à lui. Djetou, et agrée-moi, Djetou ne peut pas tomber. Dans quel contexte et dans quelles conditions vous l'avez rencontré? Cet homme, c'est moi-même qui lui ai demandé de m'épouser. Alors, il est parti en juin 2015 en Guinée et je l'ai rencontré dans notre région. D'accord. Quand mon petit frère qui vivait ici lui a donné de l'argent pour m'amener. Alors, quand mon petit frère lui a donné l'argent, quand il est venu, il a cherché à me rencontrer pour me remettre l'argent. Donc, la première fois qu'on s'est rencontrés, personne de nous n'allait imaginer qu'on allait se marier. Alors, il m'a donné l'argent. Quelque temps après, à chaque fois, il m'appelait, il me disait, il faut que tu me cherches une femme. Il faut que tu me trouves une femme parce que là, je ne suis pas mariée et je cherche encore une femme. Je lui ai dit, mais tu as quitté au village, tu n'as pas vu de femme là-bas? Que non, les femmes qui lui ont présenté là-bas, ça ne lui a pas convaincu, pititi patata. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai proposé de venir avec moi chez ma tante. Comme elle, son mari a une école coranique, donc il y avait beaucoup de jeunes filles qui venaient là-bas. Alors, on est partis ensemble chez ma tante, j'ai fait la présentation et tout. Après, j'ai expliqué à ma tante, j'ai dit, ah, ce monsieur m'a confié de lui chercher une femme. Donc, il faut voir dans l'école de ton mari si on peut trouver une jeune fille là-bas. Et directement, ma tante a proposé, s'il veut une femme, toi aussi tu cherches un homme. Je lui ai dit, oui, mais moi je ne peux pas me désigner, comme il ne m'a pas désigné. C'est cela. Alors, c'est en cours de route, au retour de chez ma tante, on était en train de causer, j'ai commencé de lui dire, ah, je connais une fille qui travaille à la gouvernorat et tout. Donc, c'est une meilleure amie à moi. On a même taille, mais... Est-ce que quelque part, lui-même, il n'avait pas d'intention cachée lorsqu'il vous demandait de lui trouver quelqu'un? Certainement. Alors, c'est après, maintenant, je lui ai dit, bon, écoute, la fille là, j'ai son contact et il m'a demandé de donner son numéro. Donc, j'ai commencé de donner mon numéro, mais je n'ai pas terminé. Après, je lui ai dit, bon, tu sais, il y a quoi? La fille dont je te parle là, c'est moi-même. Il faut regarder. Si tu m'aimes, tu m'épouses. Après, il m'a dit, d'accord, le lendemain, je vais te rappeler. Il m'a rappelé le lendemain. Je suis venue. Il m'a dit, bon, c'est à propos de ce que tu m'avais dit hier. Est-ce que ça tient encore? J'ai dit, ah, bon, moi, en tout cas, de mon côté, ça tient. Il m'a demandé mon âge. Je l'ai dit. Lui aussi, il m'a dit. Il dit, mais tu es plus âgé que moi. Je dis, bon, c'est à toi de voir. L'amour n'a pas d'âge. Il y a 2 ans de différence. 2 ans. Oui, ça va, c'est mignon. 2 ans de différence. Donc, il est parti, il a expliqué à ses parents. Il y a de ses cousines qui ont commencé de dire non. Comme moi, je travaille déjà dans une radio privée de la place. Ils ont dit non, celle-là, elle est habituée de l'argent. Elle ne peut pas rester dans un foyer. D'ailleurs, elle est petite, elle ne peut pas enfanter. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Mais il a bravé, en tout cas, il a lutté contre vents et marées. Et après, il m'a épousée après 2 mois. Mais ça trouvait qu'il est déjà revenu ici. Alors, après le mariage, je suis restée avec ses parents au village pendant 1 mois. Et quand je suis venue, je suis tombée enceinte. À 2 mois après, je suis tombée enceinte. Il a dit, mais c'est ce qu'on dit que tu es petite, tu ne peux pas enfanter. Alors, c'est toi qui es enceinte comme ça. Il était content. Alors, j'ai accouché mon premier prématurément de 8 mois en 2016. Donc, 9 mois après, j'ai conçu une autre grossesse. Et celle-là aussi, je l'ai perdue à 3 mois. Donc, le premier, vous l'avez perdu, hein?
Oui. Et entre la deuxième grossesse et la troisième grossesse, comme avoir un enfant était devenu une obsession pour moi, je suis tombée enceinte encore à 1 mois. Celle-ci encore, je l'ai perdue à 2 mois. Wow. Après cela, Courage. les parents de mon mari ont sollicité à ce que je rentre au pays pour me faire traiter. Parce que apparemment dans mes rêves, je vois un homme qui ressemble à mon mari. Et puis, j'arrive à faire des relations intimes avec lui. Et après, d'après ce que les gens m'ont dit, que c'est ce qui me faisait avorter. Donc, je suis partie, on a fait un peu de traitement à l'indigénat. Je suis restée 6 mois. Mais est-ce qu'avant de rencontrer votre mari, cet homme de nuit, là, vous le rencontrez dans vos rêves? Bon, je le voyais, mais avant, je ne tenais pas tellement compte à ça. Pour moi, c'est un rêve, donc ça ne peut pas être réalité. Vous n'y prêtiez pas attention. Voilà, je mais ne c'était prêtais pas récurrent. attention. C'était récurrent. Oui, c'était récurrent. Des fois, c'était récurrent. Des fois, c'était avec des amis et tout. Donc, je ne tenais pas tellement en compte de ça. En même temps, on se demande, est-ce que ce n'est pas des fantasmes, tout Voilà, ça? Bon, voilà. Et puis, la nature aussi a ses réalités. Alors, quand je suis partie, j'ai fait le traitement, je suis revenue. Mais est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Bon, à l'hôpital... Vous avez vu un à l'hôpital, gynécologue? une fois, je suis partie dans un dispensaire là-bas. Ceux-ci m'ont proposé de faire des examens. Maintenant, les examens coûtaient 400 000 francs guinéens. Donc, j'ai appelé mon mari pour qu'il puisse m'envoyer de l'argent afin que je puisse faire ces examens. Mais il m'a dit, il n'a pas d'argent. J'ai dit, d'accord. Donc, du coup, je ne suis pas allée à l'hôpital. On a fait seulement à l'indigénat. C'est en Guinée. D'accord, d'accord. Quand je suis partie. Ça correspond à combien ici? Bon, vers 20 000 ou 25 000 comme ça. Okay. Il m'a dit qu'il n'a pas les moyens. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai accepté. Maintenant, quand je suis revenue, 3 semaines après, mon papa est décédé. Et puis, les parents de mon mari ont dit, ils se sont entendus avec ma maman, comme je venais d'arriver, d'attendre à l'approche de la fin de veuvage. Là, je pourrais partir. Maintenant, c'est à l'approche de fin de veuvage, là, je suis tombée malade ici. Pendant 2 mois, j'avais des maux de dos. Et puis, je faisais des tests de grossesse. Ça sortait toujours négatif. Je n'étais pas enceinte. Les tests ne disent pas, ça ne sort pas positif. Et puis, j'ai maux de dos. Donc, je lui ai dit, comme je suis malade là, il faut m'aider, je vais aller à l'hôpital. Il dit, pour ne pas qu'il me mente, il ne peut pas le faire. Il a déjà fait ce qu'il a fait pour moi. Il dit d'abord, il faut aller d'abord pour assister à la cérémonie de fin de veuvage. À ton retour, on va faire le traitement. Je dis, mais je vais aller, et puis tu vas payer le transport, aller et retour. Et puis je vais revenir avec ce que je vais contribuer là-bas. Je vais revenir encore pour te dire, il faut me donner l'argent pour me traiter. Qu'est-ce que tu vas me dire après? Tu vas dire, je n'ai plus d'argent. Je dis, donc au lieu de ça, il faut voir le peu que tu as là. On va prendre ça pour envoyer à la maman. Et puis le reste là, on va faire un traitement ici. Il dit non, lui, il faut que je parte. Parce que sa maman dit que si je ne vais pas, ça devient une honte pour eux. Je dis, mais il faut leur expliquer l'état dans lequel je me trouve. Je ne me sens pas bien. Je ne savais même pas que j'étais enceinte, puisque les tests de grossesse, ça sortait négatif. Est-ce que votre mari vous a soutenu quand vous avez fait ces fausses couches à chaque fois? Ou est-ce que les disputes ont commencé à ce moment-là? Au début, en tout cas, il me soutenait beaucoup. Il ne faudrait pas que je mente, je ne vais pas mentir. Au début, il me soutenait. Mais quand je suis quittée en Guinée pour revenir là, il fut un temps, il m'a menacé de divorcer avec moi. Parce que d'après lui, qu'il a beaucoup dépensé et puis je n'arrive pas à avoir d'enfants, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il m'a proposé d'abord d'aller en Guinée pour chercher un travail. Je dis, mais je viens de quitter là-bas il n'y a même pas 2 mois. Pourquoi je vais aller retourner encore pour chercher du travail? C'est qu'il y a quelque chose derrière. Dis-moi, c'est quoi ta décision? Quelle sera ta décision là? Je vais l'assumer. Et après, il m'a dit clairement qu'il veut se séparer. Je dis, mais tu veux te séparer? Il dit oui. Je dis, d'accord, Dieu merci. Parce que là, ce n'est pas moi le problème. Moi, je ne t'ai pas refusé. Je ne t'ai pas manqué de respect. Je ne t'ai même pas du tout, je n'ai pas manqué de respect à ta famille. Et puis tu dis, c'est parce que je n'ai pas eu enfant et tu es conscient que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à la veille de mon départ, j'ai dit non, je ne vais plus. Je ne vais pas divorcer. C'est moi qui ai dit, je veux de toi. Donc je vais assumer. Je vais rester pour essayer de sauver mon couple. Donc on est resté dedans comme ça jusqu'à... Comme il m'a dit, il n'avait plus d'argent pour m'aider à aller me traiter. J'ai appelé son oncle qui est à Abidjan ici. Je lui ai expliqué l'état de ma santé. Lui-même, il a proposé à ce qu'on vienne ici, que je vienne ici pour voir le docteur qu'il veut me recommander là.
qu'il y a un docteur ici, en tout cas il est très efficace, il y a beaucoup de personnes qui quittent en région pour venir chez lui. Et puis ils parviennent à trouver une solution. Donc il a appelé aussi mon mari, il l'a expliqué. En ce moment, moi aussi, je lui ai dit, ah, comment on va faire? Laisse-moi aller voir le médecin là. Lui, il dit, non, il faut que j'aille à l'hôpital d'à côté là-bas. Je dis, mais ici là, on a beaucoup fait, mais ça n'a abouti à rien. Donc laisse-moi cette fois-ci là, je vais aller devant là-bas. De toutes les façons, on retient que le monsieur, il s'éloigne de vous, il s'est un peu braqué, certainement, par rapport aux fausses couches. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est vrai que lorsque votre tante a créé le déclic et que vous êtes tombée amoureuse de lui, mais dans votre relation, est-ce que vous vous êtes rendu compte que le monsieur, il était véritablement amoureux de vous? Oui. Il était amoureux de vous, il vous l'a démontré. Véritablement amoureux. Il Au était début, amoureux. en tout cas, non, je peux dire que j'étais la princesse. Ou la reine, quelque soit comme ça. Alors là, si vous avez fait la princesse, il faut que vous deveniez une reine maintenant. Ça, Franchement, voilà. on aimerait savoir, est-ce que vous avez eu une discussion franche avec lui pour savoir les raisons fondamentales qui l'éloignent de vous? Pour cela, pour la première fois, quand il m'a menacé de divorce, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi réellement, il y a quoi? J'ai envie de comprendre. Parce que toi-même, tu sais que l'une de mes conditions était de ne pas divorcer. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à ne pas me marier. Et maintenant que je suis prête pour me marier là, si tu sais que c'est pour me marier aujourd'hui, pour me laisser demain, il ne faut même pas t'engager. Donc lui-même, il a dit non, moi-même, c'est ce genre de femme-là que je veux. Parce que moi aussi, je ne veux pas me marier aujourd'hui et divorcer du jour au lendemain. Mais il n'a rien voulu dire. Après, il a dit non. Lui-même, il a honte du fait qu'il m'a dit qu'il veut se séparer. Il a vu déjà qu'il m'a fait du mal. Mais il voulait attendre que je rentre en Guinée pour pouvoir me dire qu'il veut se séparer de moi. Je dis, mais tu as bien fait même de me dire ça ici. Ouais. Là, je vais pleurer ce que j'ai à pleurer. Et après, là, je rentre la tête posée. Mais la séparation, je veux dire, la menace de divorce arrive au moment où vous annoncez que vous êtes enceinte. Parce que moi, je veux savoir comment est-ce qu'il a réagi. Parce que le problème fondamental, c'est que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Quand je suis arrivée à Abidjan, on est parti voir le docteur le 25. Et puis, il m'a fait une échographie. Il m'a dit, effectivement, c'est un début de grossesse. D'accord. Donc, moi, j'ai essayé de l'appeler pour l'expliquer. Mais il m'a carrément coupé. Alors, je suis partie chez son oncle, je l'ai expliqué. Son oncle lui a appelé pour lui dire, ah, ta femme est enceinte, maintenant on a besoin d'argent parce que le médecin lui a dit de faire des examens. Donc, après les examens, là, elle doit payer les médicaments. Difficilement, il a amené aussi les 40 000 parce que les examens et les médicaments coûtaient 40 000. Maintenant, moi, à ma grande surprise, pour moi aussi, on l'appelait pour lui dire que ah, ta femme est enceinte. De grâce, il pouvait être content. Il allait être content puisqu'il voulait un enfant et maintenant que je suis enceinte. Non, mais depuis là, il ne veut même pas entendre parler. Non, on essaie quand même de se mettre aussi à sa place. Ce que vous dites est logique. Dans votre position, ce que vous dites est logique. Mais en même temps, quand on vous dit que vous avez besoin d'aide, autant le monsieur, il a aussi besoin d'être accompagné. Je pense que c'est ensemble que vous pourriez faire face à ce problème-là. Ce n'est pas en se séparant. Pardon, excusez-moi. Oui, il n'y a pas la pression familiale. Exactement. Pression familiale, il y a une pression familiale? Moi, en tout cas, à ce que je ne sache, rien. Parce que ce sont ses oncles et ses tantes même qui l'ont forcé jusqu'à ce qu'il a amené l'argent. Mais est-ce que vous les avez rencontrés pour dire que ça ne va pas très bien entre vous? Ceux qui sont ici, là, je leur ai expliqué carrément le problème. Alors, ils l'ont appelé pour l'expliquer, mais il ne veut rien entendre. C'est comme s'il veut faire palabre avec moi, avec ses parents aussi. Juste, il est marqué. C'est un monsieur qui est marqué aussi. Parlant de discussion franche, puisque c'est par saison que vous passez, est-ce que vous avez eu cette discussion franche avec saison pour leur dire voilà, première fois, deuxième. Maintenant, c'était par rapport à un mari de nuit. Mais maintenant, les Nassidis ont fait qu'on a chassé le mari de nuit. Et je suis enceinte cette fois-ci. Est-ce que vous avez eu cette discussion-là avec eux pour qu'ils aient lui dire que voilà, il n'y a plus de mari de nuit? En tout cas, à chaque fois quand je commence de leur parler, eux-mêmes, ils voient en moi que je suis fragile, que je suis triste. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler de ça, ça me donne des larmes aux yeux. Je suis enceinte, je porte son amour. C'est parce que je l'aime, c'est pourquoi je suis tombée enceinte de lui. Sinon, j'allais refuser de tomber enceinte. Courage. De grâce quand même, c'est moi qui l'ai choisi. Mes parents ne m'ont pas forcé, rien du tout. Mais ils me remercient comme ça aujourd'hui. Oh là là. J'aimerais savoir, quand vous décidez de venir sur le plateau de Ce Midi, à visage couvert, qu'est-ce que vous attendez réellement de nous? Voilà, je suis non seulement venue à visage couvert,
Je sais que mon mari, c'est un accro de ces midis. D'accord. Il aime beaucoup l'émission. Certainement, il va me reconnaître, même si je suis à visage couvert. D'accord. Alors, je voudrais... Donc, vous ne voulez pas l'exposer, en fait. Je ne veux pas l'exposer. Et puis, je veux lui faire passer un message. Peut-être avec vous, vous allez m'aider à m'aider vraiment à sauver mon foyer. Parce que moi, je ne veux pas le divorce. Je voudrais qu'il s'occupe de moi, il s'occupe de son enfant et tout. Ou demander à des personnes qui ont traversé la même situation que moi, quels ont été leurs secrets afin que je puisse sauver mon enfant. Parce que je tiens beaucoup à cet enfant. D'une part, de l'autre part aussi, je me dis, peut-être c'est parce que je ne suis pas en train de travailler. Est-ce pour cela qu'il est là à se comporter de la sorte avec moi? Parce que je me dis, si je suis en train de travailler, peut-être, il dépense un peu, je dépense un peu. Mais peut-être les charges sont trop sur lui. Je suis consciente de cela. Alors j'ai envie de savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement. Il n'a qu'à me le dire. Mais il n'a qu'à savoir aussi que je tiens beaucoup à cet enfant. À cause de cet enfant-là, je suis prête à franchir le mur de Donald Trump pour le sauver en tout cas. Oh là là. Voilà. On va parler d'amour. Et notre sujet est le suivant, malvoyant. L'amour de ma conjointe m'a fait vivre. Oui, ça va être bien. Qui a dit qu'on ne peut pas vivre de l'amour? Qui a dit que l'amour ne peut pas faire vivre? Voilà, vous nous me dites, attends, aujourd'hui, quelle jeune fille aujourd'hui peut soutenir quelqu'un qui est malvoyant? Vous-même là, faut pas, on va parler de quelqu'un d'autre. Les deux filles là-dedans, vous me permettez? Jessica, vous pouvez, bien sûr. Oui, vous pouvez? Bah oui. Seigneur, si on peut avoir un appareil pour mesurer son cœur, là, ça allait écrire non. Et vous... Bien sûr que je peux. Ouais, c'est facile de dire non, oui, c'est un plat de bon. Il faut les ovationner, elles sont bien. Vous êtes bien comme ça, mais c'est bon. Moi, je dis, c'est magnifique, c'est une belle preuve d'amour, c'est une belle preuve d'amour. Il faut rendre à cette fille. Et puis, vous dire que, monsieur, vous avez... C'est vrai que Dieu vous a arraché la vue, mais il ne vous a pas arraché le cœur. C'est pour dire que l'amour, c'est le cœur. L'amour, c'est pas le matériel, c'est pas dans le visage, c'est le cœur. Je sais pas, comme je suis aussi amoureux, donc je ressens la chose. Vous tombez amoureux à chaque carrefour, on sait. Oh non, très très grand amoureux qui est sur ce plateau, et très romantique, mais surtout réaliste. Voilà. Non, mais c'est pour dire que c'est ça. Beaucoup de filles ont honte aujourd'hui. Nous-mêmes là, on est là, on dit on est voyants même là, on a tout au complet, on est là même. Nous, on est là même. Souvent même là, il y a des filles même, elles ont honte de moi me présenter. Lui qui fait connerie à la télé, c'est lui qui est là. Souvent on marche, elle est devant ici derrière. Si. Voilà, donc cette fille là, c'est bien. Et puis je vous dis que c'est ça. C'est-à-dire vous avez perdu la vue. Mais il y a d'autres sens, vous êtes ça, qu'il y a d'autres sens qui sont développés. C'est vrai, on est là, on parle, on est là, mais, attends, mais, Joe, un jour quand même, il est arrivé quand même à toucher le visage de sa femme. Je pense que c'est tous les jours. Oui, il a touché. Ça, c'est un peu la petite page noire. S'il avait touché, doyen, excusez-moi, imaginez sur l'instant que s'il avait touché le visage. Et puis, Maton allait loin comme ça. Wow. Est-ce qu'il allait accepter qu'elle soit là? Mais ça veut dire quelque part qu'il maîtrise sa dulcinée et c'est une belle preuve d'amour. C'est vrai que une belle preuve d'amour. Mais je me dis, combien de filles aujourd'hui peuvent accepter aujourd'hui de soutenir un conjoint malvoyant? Franck, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? C'était le 28 décembre 2012. Dans mes balades dans mon quartier, j'ai reçu un vent qui a soufflé. Il y avait un grain de sable qui est tombé dans mes yeux, l'œil gauche. J'ai essayé de nettoyer, aller à la pharmacie, payer des médicaments pour pouvoir faire partir ce grain-là. 2 jours après, mon œil gauche ne voit plus. À la suite, la même nuit, je me réveille, je n'arrive plus à marcher, je n'arrive plus à uriner. J'étais complètement anesthésié au niveau du ventre jusqu'aux orteils. Waouh, voilà. C'est bizarre ça. Donc je suppose que vous avez fait un tour à l'hôpital. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit? En premier temps, d'abord, je suis allé trouver mon beau. Voilà, nous sommes allés, il m'a placé une sonde pour que j'arrive à uriner. Et on a fait tous les examens qu'il fallait faire. On n'a pas trouvé le problème particulier. Donc, je suis resté là jusqu'au 7 janvier. On m'a envoyé au CHU, on m'a dit que je souffrais d'une infection neurologique chronique qui ne me permet pas de marcher ni de voir. C'est dur quand même. C'est-à-dire que, en moins de 10 jours, d'une semaine, vous perdez la vue et l'usage de vos jambes. C'est ça. Et les médecins vous disent qu'il n'y a rien à faire, vous allez rester comme ça à vie. C'est ça. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Bon, je me disais que c'est la vie des médecins
puisque Dieu m'a fait la grâce, franchement, d'avoir un moral, je ne sais pas où c'est quitté, mais j'ai pas cru à ce qu'il disait. Le plus important pour moi, c'était ce que moi-même je pensais de moi et de ce que Dieu me réserve. Est-ce que vous n'avez pas pensé quand vous avez jeté un sort? Bon, je n'ai pas pensé à ça. D'accord. Vous étiez sûr d'une chose, c'est que les médecins ont donné leur diagnostic, vous êtes sûr que les choses vont changer? Vont changer par la grâce de Dieu. D'accord, très bien. Alors, vous ne voyez plus, vous ne marchez plus. À ce moment-là, on a besoin de tout le soutien possible. Votre famille, comment ça se passait autour de vous? Est-ce que les gens étaient à vos petits soins, votre conjointe de l'époque? En tout cas, ma famille m'a beaucoup soutenu. Ma famille était présente. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Ils ont dégagé tous les moyens qu'il fallait jusqu'à ce que les moyens, même, je peux dire, finissent. Okay. Voilà, mon grand frère, mon papa, ma maman, tout le monde était à mes petits soins. Et surtout ma maman, franchement, à chaque fois que je touchais, je voyais que ma maman perdait la forme. Elle devenait encore plus petite qu'avant. D'accord. Voilà. Franchement, la famille m'a beaucoup soutenu. D'accord. Et votre copine? Bon, ma copine, on était restés ensemble. Bon, comme je venais du CHU, on est resté plus de 8 mois après. Elle a reçu l'appel au village qu'elle doit venir s'occuper de sa maman parce que sa maman était dans un état critique. Donc elle m'a laissé, elle est partie. Et depuis ce temps-là, j'ai plus ses nouvelles. Et pendant la période où vous étiez, excusez-moi Jessica, donc pendant la période où vous étiez ensemble, tout se passait très bien. C'est-à-dire, elle était toujours avec vous, par exemple, pour les visites à l'hôpital et tout ça? Non, c'était ma maman qui était À aucun présente. moment elle vous a soutenu donc pendant ce moment? Oui, parce qu'elle venait d'accoucher. Elle avait son bébé qui était tout petit, on ne pouvait pas la permettre de venir à l'hôpital. D'accord. Mais quand vous dites elle est partie, vous n'avez plus de contact, c'est un peu bizarre quand même. C'est votre copine, elle part pour des raisons personnelles, téléphone, SMS, rien de tout ça? Il y avait une petite histoire qui s'est passée parce que quand nous étions ensemble, j'avais voulu rencontrer sa maman, ses parents, parce qu'elle était tout le temps avec moi. Bon, ça m'a paru un peu bizarre qu'une fille est avec moi et puis à chaque fois, elle ne va pas chez ses parents, on ne voit pas ses parents. Donc, je suis allé chez elle un jour. Et là, j'ai voulu voir sa maman. Elle m'a dit que sa maman n'était pas là. Pourtant, il y avait une dame qui était isolée dans un appartement qui était handicapée, qui ne marchait pas, qui n'entendait pas ni ne parlait pas. Voilà. Et les gestes de la femme, là, elle passe sa main sur son visage et puis elle me fait son pouce comme ça. D'accord. Donc, je demande à la camarade de ma copine, qu'est-ce que la femme veut dire? Elle dit donc que j'ai un beau visage, j'ai un beau teint. Mais elle dit, mais c'est qui? Elle dit, ah, tu sais pas, c'est la maman de ta copine. Et à partir de là, franchement, la relation était partie sur un côté. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle-même, elle avait honte de sa mère qui était handicapée. Oui. Donc à ce moment-là, forcément, quand vous retrouvez dans la même situation, c'est ça. Elle ne va pas pouvoir assumer. Voilà, je me suis dit ça depuis fort longtemps. Je me suis dit, si tu as réussi à faire comme ça à ta maman, je sais que le jour que je serai dans une situation un peu difficile, tu vas me laisser aussi pour aller parce que c'est pas évident que tu restes parce que tu as eu à faire ça à maman. D'accord. Bon, j'étais très fâché, j'ai essayé de rompre la relation et elle est revenue à la suite d'une grossesse qui a fait qu'on a repris jusqu'à ce qu'elle parte définitivement. Voilà. Alors on ne va pas la blâmer, on ne connaît pas les raisons, elle a peut-être ses raisons, mais bon voilà. Mais il y a une chanson récemment qui dit « Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend ». Exactement. Mais alors, à ce moment-là, vous ne pouvez pas marcher, vous ne voyez pas. Votre copine vous abandonne avec votre enfant. C'est ça. Dans votre tête, qu'est-ce que vous pensez des femmes? Franchement, dans ma tête, je me suis dit d'abord, non seulement mon état de santé ne va plus jamais me permettre de raconter d'amour. Et puis, je me suis dit, les femmes même, ça ne vaut pas la peine. Non, ça ne vaut pas la peine, d'accord. Voilà. Mais en même temps, je vais savoir, vous la jugez en même temps, votre ex, vous dites en même temps que c'est parce que c'est à cause de votre situation qu'elle est partie. Vous la jugez en même temps? Carrément, parce que j'avais ça dans la tête depuis fort longtemps. D'accord. Mais l'homme propose, Dieu dispose, il paraît. Donc, dans cet élan-là, vous allez continuer dans votre foi, parce que votre foi était très importante à ce moment-là. Vous allez aller à l'église tous les jours.
Et puis un jour, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous tout. Ce jour-là, j'ai dit merci beaucoup. J'ai dit merci à mes deux tatas qui m'ont accompagné à l'église parce que grâce à eux, aujourd'hui, je peux dire, l'homme le plus heureux. J'étais à la prière, j'avais le regard fixé là-haut et puis j'étais concentré dans la prière, demandant à Dieu de m'exaucer. Et à la fin de la prière, je suis rentré à la maison. Je reçois un coup de fil. D'abord, il y a ma tante qui est venue me voir qui me dit « Ah, il y a une demoiselle qui m'a donné son numéro, elle dit de te donner. » Donc j'ai pris le numéro et j'ai gardé. Là, quand je reçois le coup de fil, c'est une jeune demoiselle qui veut connaître un peu mon histoire, qui veut me soutenir dans la prière. Voilà. Vous êtes dit quoi à ce moment-là? Vous êtes dit quoi? Parce que c'est bizarre. Comme ça, vous m'appelez, allô, bonjour, je veux prier avec toi. C'est bizarre ça. Bon, elle s'est présentée, je me suis présenté, on a eu à échanger un peu. Je lui ai demandé qui lui a donné mon numéro. Elle lui a dit non, que c'est ma tante. Donc, je lui ai demandé ses intentions, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'elle veut savoir. Qu'est-ce qu'elle veut savoir. Okay. Qu'est-ce qu'elle veut en tout cas. Et là maintenant, elle m'a dit ouvertement qu'il n'y a rien de spécial. Que franchement, d'être courageux parce que je lui ai raconté un peu ma petite histoire. Elle m'a dit d'être courageux. Et lorsque je lui ai dit que je ne voyais pas, elle n'a pas cru. Et là maintenant, elle a voulu venir voir à la maison. De ses propres yeux. De ses propres yeux. Saint Thomas qu'elle était. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on s'est rencontrés pour la première fois. J'étais partie au sanctuaire parce qu'il avait une prière d'évangélisation toute la journée. Donc je suis arrivée avec une amie que je ne veux pas faire taire le nom. Elle s'appelle Marceli Sidiane, que je salue depuis le Burkina. Et j'étais avec elle et comme on n'a pas eu de place, on était assis tout juste à l'entrée. Et Franck est passé avec deux jeunes femmes. Elles sont descendues. Ils sont descendus, n'ont pas eu la place, ils sont retournés. Maintenant, au cours de la prière, bon, je ne sais pas comment il s'est arrangé pour être en face de l'orateur, mais on était en face. Donc, il y a ma camarade qui disait que, regarde le jeune là. Moi aussi, j'ai dit oui, effectivement, je l'ai vu. Que depuis, on dit il va s'élever. Non, je n'ai pas dit les beaux. Vous auriez pu, hein. Mais allez-y, continuez. Je disais, depuis on prie pour les gens, est-ce que lui ne peut pas se lever pour qu'on prie pour lui? Elle me faisait signe, elle dit non, qu'il y a longtemps, il était assis, elle le suivait, qu'il n'arrive même pas à se lever. Et il avait les regards fixés là-haut et priait. Et nous aussi, on priait, puisque c'était notre sujet de prière, ma camarade et moi. Donc, je me suis dit que, bon, je voulais prendre son numéro pour échanger avec lui, garder le contact. Vous êtes allé le voir à la maison. Il vous a dit, je ne vois pas. Vous avez dit, non, c'est pas vrai. Je veux venir voir ça de mes propres yeux. Vous êtes arrivé, vous êtes rendu compte qu'il ne voyait pas effectivement. Comment est-ce que vous êtes senti? Quand je suis arrivée, je l'ai salué. Avant même de le saluer, il a déjà tendu la main. Donc, je ne me suis même pas rendu compte même de ce qu'il disait au téléphone. Et il m'a salué, il m'a fait la place, je me suis assise. On a essayé d'échanger jusqu'à il a raconté son histoire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est dans cet état? Et par la suite, il me dit, tel que je suis assis, je ne te vois même pas. Et bon, je n'ai pas cru. J'ai dit, toi, tu ne vois pas. Bon, tout compte fait, même si tu ne vois pas, tel que je suis assis, personne ne va savoir que tu ne vois pas. Donc, moi, je vois, je crois que tu vois. Alors, il a fallu combien de temps avant que la relation se consolide vraiment? Il a fallu, je peux dire, 1 an. Vous l'avez étudié pendant 1 an avant de décider de vous mettre en couple avec elle? Oui, parce que franchement, j'ai été choqué de la réaction de mon ex. D'accord. Et donc, à partir de là, j'avais beaucoup de personnes qui me voyaient comme ça et puis qui avaient envie d'avoir une relation avec moi, me soutenir. D'accord. Mais je n'ai pas accepté, j'ai refusé catégoriquement parce que chez moi, je voyais un peu les trucs partout.
Vous êtes passionné d'Internet et vous voulez en faire un métier? La caravane du Move Cyber Lab 2019, en partenariat avec les mairies, arrive chez vous. Daloa, du 24 juin au 26 juin. Dieukwé, du 1er juillet au 3 juillet. Soubré, du 8 juillet au 10 juillet. Pour des sessions accélérées et gratuites en marketing digital, marketing d'influence, vidéoblog, gestion de crise en ligne, techniques de sécurité web et bien d'autres. Tu veux en profiter? Ça dépend de toi. Inscris-toi maintenant sur le site www.move.com. Move. No limit. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous l'avez rencontré? Depuis que je l'ai rencontré, franchement, j'ai eu beaucoup de succès. D'accord. Je peux dire beaucoup de succès. Des choses que je n'arrivais même pas à faire avant, des choses que je n'avais même pas réalisées dans le passé. Aujourd'hui, là, dans cette position-là, je les réalise. D'accord. Alors, ça va faire un moment quand même que vous êtes ensemble. Oui. Si je vous demande de me décrire Ornella, vous l'imaginez comment? Parce que ça fait quand même un moment, vous entendez sa voix. Comment est-ce que vous l'imaginez? Décrivez-moi un peu votre fiancée. Taille fine. D'accord. Je la vois... Elle a un beau bassin. D'accord. Elle a un beau teint. Noir. Un beau teint bronzé, je veux dire. Ah, bronzé, ah d'accord, ok. Et vous aimez quand elle sourit ou pas? Non, je ne préfère pas qu'elle sourie. Pourquoi? À cause des... Des pommettes. À cause des pommettes. Il faut dire que, franchement, c'est vrai que vous ne la voyez pas, mais vous pouvez l'entendre, vous pouvez sentir ses émotions, ses sentiments, et vous savez qu'ils sont vrais. Alors j'imagine, Ornella a seulement 23 ans, vous avez 29 ans, et aujourd'hui, vous m'avez dit, grâce à votre relation, vous avez, en ce moment, vous travaillez ensemble. Ouais. Mais j'imagine que l'entourage, ça ne doit pas être facile. Quelles sont les paroles que vous entendez, les jugements que vous entendez? Bon, comme je suis dans le domaine marketing, quand j'approche des personnes, des investisseurs ou bien des partenaires, ils se disent automatiquement, mais cet handicapé-là, il nous prend pour un fou. Qui va faire affaire avec quelqu'un qui est dans cette position-là. D'accord. Voilà, il y a d'autres qui ne me laissent même pas m'exprimer. D'accord. J'ai subi et vaincu le regard des autres parce que ma mère était atteinte de folie. C'est déplorable, la société nous façonne. Et vous êtes une philosophe, vous êtes en train d'adopter une certaine philosophie qui dit que l'homme est un... Au moins, au milieu, le pousse. Ça, c'est Thomas Hobbes qui a donné à l'école. L'homme est un loup pour l'homme. Je l'ai dit. Ouais. Au moins, au milieu, le pousse. Là, c'est à langue philosophe à l'époque là-bas. L'homme est un loup pour l'homme. Et c'est l'homme qui nous fasse. J'ai dit à un moment ici, à une émission, qu'un bébé chinois, vous le prenez, vous l'envoyez à Niakaramadougou, il va parler le sénifo. Parce que les sénifos l'auraient façonné à leur manière. Vous, c'est la société qui nous fait. C'est très philosophique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est très philosophique. Et nous sommes... L'homme était un animal social. L'homme était un animal social. Ça, c'est Aristote qui a dit ça. Je parle et c'est clair. Les gens le savent. Ça, c'est l'homme était un animal social. Et vous façonnez cela. Personne ne conteste. Vous avez bravé toutes ces railleries-là pour vous construire vous-même. Et vous êtes vous-même, vous êtes naturel. Vous n'écoutez pas les gens. Votre mère a connu la folie. Ça, c'est un moment de tristesse. Mais qu'est-ce que vous faites pour combler cette tristesse-là? C'est ça votre rôle aujourd'hui. Moi, mes deux parents étaient fous. Ça, c'est une confidence. Non. Mais attention, mes deux parents, moi, mon père, chaque fois... Moi, je préfère ne pas me prononcer. Non, mais deux parents étaient mon père. Chaque fois, il disait à ma mère que non, tu me rends fou, je suis fou de toi. Et elle me disait que là, tu me rends folle. J'étais fou de ça. Donc, j'étais fou. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui... Ils étaient fous l'un de l'autre. L'un de l'autre, voilà. Okay. Mais il y avait cette folie même dans la maison. Donc moi, je dis qu'ils sont fous. Donc eux m'ont mis au monde. Moi aussi, j'ai bravé tout ça. Et aussi, je me suis dit aussi moi-même. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? J'ai vécu dans une très belle ambiance parce que maman et papa étaient mariés légalement. Et ils ont eu 4 enfants. Donc je suis la deuxième. Et mon papa était quelqu'un de très hospitalier, quelqu'un qui recevait tout le monde à la maison. Donc il y avait des tontons, les tantis, il y avait tout le temps la nourriture à la maison, papa travaillait, donc tout allait bien. Franchement, ce petit temps-là, vraiment je ne peux pas oublier, tout allait bien. Surtout que maman aimait piler du foutou, tout le temps on est là dans la cuisine avec maman, c'était vraiment bien. Jusqu'à ce que la situation... Mais quel était le tempérament, le caractère? Maman était une femme très douce. C'est mon papa qui criait à tout moment quand il quitte au travail. Quand tu entends
savoir dehors déjà. Toi-même, tu commences à courir. Le bruit de la moto, le bruit de la voiture, ça commence à courir dans tous les sens. Tu es obligé de te laver à 17 h. Parce que si papa vient qui te frappe, maman ne va pas intervenir. Il ne faut pas compter sur elle. Parce que toi-même, tu connais ton père. Donc voilà, elle était tout le temps en train de dire, il faut laisser les enfants. Ce sont des filles, laisse-les comme ça. Et nous, on avait tout le temps le soutien des mamans, mais papa était vraiment quelqu'un comme un corps habillé. Il n'a pas le temps. Quand il crie, tu obéis. Voilà. Quand il crie, tu obéis. Comment est-ce que cette maladie-là est survenue? Oui, nous sommes réveillés un matin. Ça a été très brusque. Nous sommes réveillés un matin et maman a commencé à faire des signes. Elle allait au marché, elle est venue la renverser, la nourriture. Ça a commencé à être bizarre. On a appelé papa. Ah, on dirait que maman ne se sent pas bien. Elle a commencé à insulter la femme qui ne parle pas. Parce que c'était une femme intellectuelle qui avait tous ses diplômes. Donc, c'était une femme au foyer, mariée légalement, tranquille. Mais elle a commencé à insulter les voisins, avoir des réactions vraiment bizarres. Et ma grande soeur aînée a appelé... Chose qu'elle ne faisait pas. Elle ne faisait pas. Elle n'avait plus honte de quelqu'un, elle a commencé à crier. Moi, elle m'appelait par le nom de ma grande soeur. Elle avait commencé à mélanger les noms. Donc, on a su que quelque chose n'allait pas. Donc, quand papa est venu le soir, 2 jours, 3 jours, on l'a envoyé à l'hôpital. On a dit non, que c'est une folie. Donc, papa a pris son épouse et ils sont partis à Bingerville, la soigner. Mais ça n'allait pas parce que là-bas, ils ont dit qu'elle n'avait rien. Vous aviez 12 ans. J'avais 12 ans, oui. Et je veux dire, est-ce que vous compreniez à cette époque-là ce qui se passait réellement? C'est vrai, on emploie le terme folie. Mais est-ce que vous mesuriez la gravité de la chose? Non, je n'ai pas mesuré. Je n'ai vraiment pas mesuré parce que je me dis que la folie, mes parents ne peuvent, ça pouvait pas, voilà, ça peut pas être dans la maison ici. Vous avez du mal à réaliser, en fait. Ça peut être peut-être une petite maladie ou bien maman fait exprès. Pour vous, c'était peut-être quelque chose de passager. Et puis nous, moi, j'étais beaucoup comédienne, donc souvent, j'imite ma grande soeur. Larissa, mais pourquoi tu n'as pas balayé? Pourquoi j'imitais? Elle savait déjà ce qui se passait, mais moi, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que papa vienne pour dire que papa est venu, il nous a dit, vraiment, maman, vraiment, elle est malade. Tout ce qu'on sait, c'est que maman est malade. Mais c'est quand elle a commencé à se déshabiller, manger dans les poubelles, c'est là que je me suis rendu compte que, attends, c'est ma maman qui est là. Et les enfants prennent des boîtes en train de la poursuivre, la folle du quartier. Elle les poursuit, elle ramasse. Une très belle femme qui est devenue folle. Et on me dit, voilà les enfants de la folle. Voilà, vraiment, c'est là que j'ai commencé à couler les larmes. Et ça a commencé à devenir des pleurs. À tout moment, je passais. Parce que notre dernier avait 2 ans. Et comment faire pour supporter le bébé qui avait 2 ans? Plus mes petits frères, c'était vraiment difficile. Et papa, ensuite, a perdu maintenant son travail. Parce qu'il était Combien de temps après? 5 à 6 ans, parce que ça n'allait pas vraiment. En train de lutter à l'hôpital, même chez des féticheurs. On ne trouvait pas. Il était à la recherche de solutions. De solutions. Et absent. Ce qui était mauvais, voilà, il disparaissait, il n'allait plus au travail. Donc, c'est normal qu'il perde son boulot. Ce qui était mauvais, c'est que maman pouvait disparaître. Faire 1 mois quelque part, 2 mois, on ne sait pas où elle est. Et nous, quand c'est comme ça, c'est épuisant pour les enfants parce que moi, je vais d'un autre côté, ma grande soeur va quelque part d'autre. On est en train de la chercher. Ça peut être qu'on cherche les folles, on regarde les visages. Une fois, maman est venue à la maison, un coup. Elle est venue comme ça, brusquement à la maison. Et j'ai appelé ma grande soeur, elle ne sortait pas. Ma grande soeur vient, voilà maman qui est là. Et maman a commencé à courir. Moi aussi, j'ai commencé à la suivre, pensant que je pouvais la maîtriser. Tu peux avoir une mère, tu es folle, mais tu te dis que c'est toujours ta mère. Quel que soit, tu es la seule personne qui peut comprendre que c'est ta mère. L'amour que nous avons pour notre maman, on ne pouvait pas accepter dans la tête que maman était malade. Donc, souvent, elle allait jusqu'à dans la forêt et je la suivais là-bas. C'est quand je vois que le coin est dangereux que je me retourne. Mais j'ai vu que le secours de Dieu ne m'a pas manqué. Parce qu'on pouvait, moi aussi, me faire du mal dans cette situation. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Parce qu'elle allait dans des zones à risque quand même. Oui, je me rappelle à Bobo, sans manquer, il y a un gros trou où l'eau passe. Maman est tombée dans le trou. Et moi, j'ai failli tomber aussi dans le trou. Je me suis arrêtée pendant quelques minutes et elle s'est levée. Dieu merci, elle n'est pas morte, mais elle s'est levée là. Puis elle a continué. Ça m'a fait pleurer et je suis rentrée à la maison. Votre mère a été conduite à Bingerville, je suppose, pour voir un psychiatre. Alors, ça a été quoi le diagnostic? Parce qu'au niveau des troubles mentaux, il y a vraiment plusieurs types. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Médicalement parlant, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé, mais maman était folle. Excusez-moi, alors je veux rebondir justement dessus. Est-ce qu'il n'y avait pas des disputes entre votre père et votre mère qui peut-être à cause du stress l'ont conduite à la folie? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a grandi dans un foyer tranquille. Tranquille.
quelqu'un qui marie son épouse légalement avec ses enfants. On avait chez nous, on était tranquille. Papa laissait toujours de quoi manger, malgré que maman ne travaillait pas. Il y avait toujours de la nourriture. Et il y avait plein de personnes dans la maison. Donc, il n'y avait pas de disputes même. Parce qu'elle ne parlait pas. Donc, discute va quitter où? Au contraire, elle dit que quand une femme est obéissante, ça évite beaucoup de choses. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait un suspect quand même dans la famille, parce que dans toute famille, comme la mienne, il y a toujours, moi j'ai un oncle là-bas, il sort, je le soupçonne toujours. Il n'y a pas un suspect sorcier quelque part dans la famille. Au niveau de vos études, parce que j'imagine avoir une mère qu'on doit pourchasser tout le temps, psychologiquement c'est dur. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer dans vos études? Est-ce qu'à un moment donné vous avez abandonné? Comment est-ce que vous vous sentiez à 12 ans? Je me sentais frustrée, blessée d'ailleurs. Je me sentais découragée de la vie parce que vraiment, tu peux tout accepter, mais savoir que ta mère est folle, c'était pas... Et je n'avais plus d'amis. Avant, on s'amusait dans les boîtes, on fait le soleil avec les voisins, les amis. Mais tu te rends compte que tu ne pouvais même plus les approcher. Quand tu t'approches, les amis se dispersent. Donc, du coup, toi-même, tu es considérée comme une folle. Donc, dans la tête, j'ai vécu, j'étais complexée. Parce que pour ça, je ne suis pas allée à l'école. En dehors de la famille, en dehors des amis, de l'entourage immédiat, je veux dire, est-ce que vous avez bénéficié à cette époque-là d'une assistance venant d'un psychologue ou d'une assistante sociale? Non. Est-ce que vous étiez quand même très jeune? On n'a pas reçu. Aucune assistance? Aucune assistance, oui. Aucune assistance. Ça a duré combien de temps Depuis 1994, la maladie a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus retrouvé maman. Donc, c'est quelque chose. Donc, à un certain moment, elle a disparu. Elle a disparu plus de traces. Carrément. Papa était fatigué. Il a fait appel même à ses frères, côté de la famille de papa. Mais chacun a fait ce qu'il pouvait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Vous avez cherché dans tous les sens. Aucune trace de votre maman. Aucune trace. Et quand il y a des faits des mères, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens bien. Je me sens bien parce que j'ai vaincu. J'ai vaincu beaucoup de choses. Mais justement, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous êtes parvenu à vaincre, on va dire, ce grand malheur. Oui, à l'âge de 12 ans. Après ça, j'ai perdu ma grande soeur aînée, quelques temps plus tard. Oh, c'était mon seul ami. C'était elle qui... On partait au marché de PK18 pour ramasser vers 17h-18h. Les femmes ne sont plus là. Elle avait la stratégie, on ramasse les bananes, on pile foutou. Et puis, on fait la sauce. Nous, on mange. C'est comme ça qu'on se nourrissait. Et quand elle est décédée, c'était difficile. Elle est décédée de quoi, votre grande sœur? Elle a, on dit, anémie. L'anémie. Les malheurs se sont quand même enchaînés. Voilà, se sont enchaînés. Je veux dire, la maladie de maman, après papa qui perd son boulot et vous perdez ensuite votre grande sœur. Voilà. Il fallait supporter le bébé, la petite. Il fallait supporter les autres. Donc là, je suis devenue grande dans la tête. Parce que tu n'as plus droit à l'heureux. Voilà, tu es maman en même temps. Donc j'allais au marché, je ramassais les trucs. Chaque soir, c'était mon marché que je faisais. On vient, on prépare, il y a une petite mamite, on mange. Je lave les enfants. Et puis, comme ça, c'était comme ça on vivait. Mes petits frères, eux, on s'est débrouillés pour les mettre dans les écoles un peu. Et puis, ça allait. Mais ce n'était pas facile. Après le décès de ma grande sœur. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait du mal. Mais c'est comme si, en fait, vous perdiez une deuxième maman. Parce que c'était tout. Mais comment vous avez fait alors pour surmonter tout ça? Je ne peux pas parler de ce témoignage-là sans rendre grâce à Dieu. Parce que si ce n'est lui, je ne serais pas là. En face de notre maison, il y avait une église. Et je me suis demandé, mais comment se fait que nous, on a faim, on ne mange pas? Et puis les gens chantent Alléluia tous les jours. Comment eux, ils font pour être heureux? Donc j'ai ramassé un jour tous mes petits frères, on est rentrés dans l'église sans qu'on nous invite. Et quand ils ont demandé les nouvelles personnes, je me suis présentée. On dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, je veux chanter. Et c'est comme ça que je suis restée dans l'église. À force d'écouter les messages, la foi, la musique nous fait du bien. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai senti que je me sentais libérée. C'était ma joie de vivre, c'était de chanter. Donc, dans les rues, je chante, je commençais à chanter. On ne m'invite pas, je chante partout. Et j'ai commencé à retrouver espoir en moi-même. Les hommes peuvent dire ce qu'ils sont, le contraire. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi? C'est ça. Moi, je savais que je peux vaincre, je pouvais vaincre. Je croyais en moi. Je savais que je pouvais vaincre. Donc, je n'avais même pas une belle voix aussi. Mais j'apprenais à chanter. Je me suis fait former jusqu'à ce que je devienne chanteuse aujourd'hui. C'est vrai, vous avez eu la chance de vous marier en 2005. Malheureusement, 10 ans après, vous perdez votre époux. Oui.
Je suis dans la joie parce que je suis un exemple pour beaucoup de personnes pour dire que la situation peut-être que tu vis aujourd'hui, tu penses que tu es le seul à vivre, mais il y a des personnes qui ont traversé, sont sorties de cette situation-là plus fort qu'avant. Donc, je veux t'encourager. Il est décédé de quoi, votre époux? Il est décédé de fièvre typhoïde, c'est ce que la médecine a dit. 3 jours de maladie. Nous, on a cru que c'était le palu. Il est décédé de fièvre typhoïde. On a fait 10 ans de mariage et on a eu 2 enfants, une fille et un garçon. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, vous pouvez en parler et motiver d'autres personnes. Mais à cette époque-là, ça devait être quand même très difficile à tenir. Très difficile. Je veux dire, pour quelqu'un qui a connu ce genre de succession, de malheur, et qui se dit, j'ai rencontré Dieu, donc tout va pour le mieux. Oui. Et qui malheureusement, votre mari, je crois, était pasteur aussi. Oui, il était pasteur. Il était pasteur. Il était pasteur. Quand j'ai perdu mon mari, pendant qu'on était aux funérailles, j'ai compris, c'est là que j'ai réalisé que la vie n'est pas facile. Parce que j'ai cru que c'était le passé. Mais je me suis rendu compte que je me retrouvais dans mon enfance. Mais est-ce que vous-même vous êtes interrogé sur vous? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit peut-être qu'il y a une malédiction sur ma vie? Non, jamais. Parce que les projets que le Seigneur forme sur nos vies sont des projets de paix et non de malheur. Donc, pour moi, ce sont des épreuves. Mais je me suis dit que je suis la seule personne à croire que je suis une personne bénie. Pour que la bénédiction arrive dans ma vie, je suis la seule personne qui doit croire. Même quand la société me donne un nom pour me dire que tu es la fille de la folle, quand on me donne un nom pour me dire que tu es la veuve, moi je dois me donner un nom pour me dire que je suis une bénédiction. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande satisfaction? Ma plus grande satisfaction, c'est qu'au funérailles, je vais expliquer quelque chose. Au funérailles, après 10 ans, on m'a donné 10 000, la belle famille, pour dire va avec les enfants. Non. Et, oui, 10 000 francs CFA. Mon père est encore vivant, il peut témoigner. Va avec les enfants, s'ils ont réussi, c'est pour toi. Et je leur ai dit qu'il y a un père pour les orphelins, il y a un mari pour la veuve. Je me suis retrouvée à un certain moment donné sur les tables des églises en train de dormir, même au marché de Port-Boudeux. Je me lavais dans les toilettes de Port-Boudeux. J'ai acheté un bois à linge avec ces 10 000 et je faisais fanico pour pouvoir entrer dans les maisons. C'est aussi un métier, c'est quelque chose aussi. C'est mieux que la prostitution, c'est mieux que tendre la main tous les jours. Tu vas expliquer quoi comme problème, puis ils vont toujours te donner. Ça aussi, c'est un problème. Donc, je faisais des activités fanico, j'allais à la zone charger des bagages pour que mes enfants aient de quoi manger.